Je m'entretiens avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir. Alors, vous connaissez bien la Chine, les Chinois. Comment est-ce qu'ils vont réagir à ce nouvel épisode dans cette guerre que Donald Trump a lancée? Je pense qu'ils vont vouloir résister à tout prix. Ils avaient prévu qu'ils pourraient être soumis à des tarifs d'à peu près 60 Là, les dernières nouvelles, Donald Trump vient encore d'augmenter le tarif. Il parle de tarifs de 125 ce qui veut dire que ça rend les produits chinois prohibitifs. Mais le calcul de Pékin est que les États-Unis ont davantage besoin de ces produits-là, qui sont des produits manufacturés, de la haute technologie. On parle par exemple de téléphones cellulaires, on parle de téléviseurs, d'ordinateurs. Ça ne sera pas simple pour les États-Unis de trouver une autre source pour ces appareils-là. Et d'autre part, les États-Unis exportent beaucoup de produits agricoles. Et donc, la Chine pense qu'elle va pouvoir probablement trouver ces produits-là ailleurs. Et que ça va en même temps infliger un coup très dur aux fermiers américains qui appuient Donald Trump. Et puis je pense aussi que sur le plan politique, Xi Jinping n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. S'il cédait, ce serait perdre la face vis-à-vis de la population chinoise et il y aurait sûrement de fortes réactions. C'est que donc, la population a été prévenue, il faut résister, il va y avoir des conséquences. Mais malgré tout, je pense que la Chine va continuer. J'ajouterais aussi qu'au cours des dernières années, la Chine a réussi à diminuer un peu sa dépendance du marché américain. Là, en 2018, c'était un peu plus de 19 des exportations américaines qui allaient aux États-Unis. Maintenant, c'est tombé à 14,7 l'an dernier. Oui, et il faut souligner que la Chine, évidemment, pour des raisons qu'on connaît, a un immense marché intérieur. Est-ce qu'elle pourrait miser davantage là-dessus, développer ce marché intérieur? Bien, en fait, c'est le but poursuivi depuis plusieurs années, là, je dirais depuis les 2-3 dernières années par l'administration chinoise, d'essayer d'augmenter la consommation. Mais ce qu'elle a fait aussi, parce que le commerce extérieur, les exportations, ça représente presque 20 du PIB. Elle a développé de nouveaux marchés à l'étranger, particulièrement dans les pays en voie de développement, là, autour de la stratégie, la ceinture de la route, là, qui est la nouvelle route de la soie. Maintenant, presque la moitié de son commerce est fait avec des pays membres de cette stratégie-là. Mais la croissance future va venir de la Chine. Et le gouvernement a mis en place des mesures pour, par exemple, convaincre les consommateurs de remplacer leurs vieux appareils électroniques ou leurs voitures polluantes par des véhicules neufs. Ça a eu un certain succès, mais c'est clair aussi que les Chinois, les consommateurs chinois restent prudents dans tout ça. Ils veulent pas trop dépenser à ce stade-ci. Mmh. Bon, alors ça, ce sont les effets, l'impact commercial, l'impact financier, mais il y a aussi dans tout ça un impact politique, un impact sur la diplomatie, je dirais. Il y a des observateurs qui disent aujourd'hui qu'ils sont pessimistes, peut-être plus que jamais, sur le futur des relations Chine-États-Unis. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé? C'est clair qu'on est dans une situation qui s'est fortement détériorée. Mais je pense aussi que peut-être Donald Trump a peut-être mal calculé la réaction de la Chine parce que, à nouveau, comme je disais tantôt, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi la Chine veut résister. Et puis, c'est clair aussi que la Chine peut utiliser d'autres moyens pour montrer son déplaisir envers les États-Unis. Je voyais un peu plus tôt il y a beaucoup de pression sur les obligations du Trésor américaine et ça se peut que les Chinois aient commencé à vendre de ces obligations-là. Ils en détenaient pour à peu près 760 milliards de dollars. Au cours des dernières années, ils ont acheté beaucoup d'or pour baisser le montant d'obligations, mais ça va mettre de la pression sur le système financier américain. Et puis, le régime à Pékin est en train de regarder s'il y aurait d'autres mesures à prendre, comme par exemple cesser la collaboration avec les États-Unis sur la lutte contre le fentanyl, interdire les films chinois en Chine. Américain, oui.
Les films américains en les Chine. films américains en Chine, harceler des compagnies américaines là, qui offrent des services, par exemple des services légaux ou qui participent à des contrats d'approvisionnement pour le gouvernement. C'est donc, et puis l'arme aussi, une autre arme que la Chine peut utiliser en cas de besoin, puisqu'elle contrôle le raffinage des terres rares, des minéraux critiques. Elle pourrait dire, bon, on cesse d'exporter ces produits-là aux États-Unis, et ça, vraiment, ça ferait une escalade extraordinaire. Mais je pense que dans tout ça, c'est ça que Donald Trump n'avait pas un plan, je dirais, très élaboré. Oui, et il n'a pas pensé à toutes les conséquences. Et la carte, les Chinois peuvent résister. Je pense qu'ils ont les moyens et ils veulent forcer Donald Trump à faire des compromis en premier. Oui, et ils ont toutes les cartes dans leur jeu pour obliger les Américains à faire des compromis, effectivement. Je pense que oui, parce que là... Allez-y. Oui. Ben c'est ça, je dirais, la carte, c'est entre autres celle des minéraux critiques. Et puis également, c'est ça, en ce qui concerne les bons du Trésor, les obligations, la Chine, jusqu'à un certain point, c'est le financier des États-Unis. S'ils perdent... ce pays-là, qui a dans le passé acheté beaucoup d'obligations, ça va faire augmenter les taux d'intérêt aux États-Unis. Le service de la dette américaine va augmenter. Oui, Donald Trump est en train de jouer dangereusement avec l'économie du monde et avant tout avec l'économie de son propre pays. Alors, est-ce que ce conflit commercial et possiblement diplomatique entre les États-Unis et la Chine va avoir un impact sur le Canada? Bien, d'abord, je dirais, si les tarifs que la Chine et les États-Unis se sont imposés mutuellement, il y aura peut-être certaines possibilités pour nous d'accroître nos exportations dans le monde agricole. Bien sûr, notre canola a été victime de taux de 100 % suite à l'imposition de tarifs sur les voitures électriques chinoises, mais je pense qu'avec l'élection d'un nouveau gouvernement à Ottawa, là, qui va être en place dans un mois, ça offre une possibilité de revoir notre engagement avec la Chine. Ça ne sera jamais comme avant. On a beaucoup appris et il va falloir qu'Ottawa établisse des lignes claires pour dire à la Chine on ne va tolérer aucune ingérence au sein de la communauté chinoise au Canada, dans notre processus électoral. Si on surprend quelqu'un à voler notre technologie, on va poursuivre cette personne-là. Mais il reste que le marché chinois va continuer de se développer. Et je ne pensais pas dire ça il y a quelques mois, mais d'un côté, la Chine est devenue un partenaire plus fiable que les États-Unis, parce que là, avec Donald Trump à la Maison-Blanche, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et puis peut-être que le Canada pourrait profiter de ça pour mener une offensive sur le plan multilatéral pour essayer de renforcer les règles du commerce. Ça pourrait être, par exemple, en créant une organisation un peu similaire à l'Organisation mondiale du commerce, mais d'où seraient exclus les États-Unis, parce que les États-Unis, à toute fin pratique, ne sont plus un pays fiable. On pourrait travailler avec les pays européens, des pays asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine aussi, mais en forçant tout le monde à jouer selon les mêmes règles. Oui. Monsieur Saint-Jacques, merci pour ces précisions. C'était fort intéressant comme d'habitude. Merci bien. Merci beaucoup.